Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup Raphaël pour ce lancement. Donc cette première table ronde est consacrée à l'une des deux publications signalées par Nicolas Georges en ouverture de cette journée. Ces chiffres clés qui portent un regard sur les bibliothécaires territoriaux et leurs pratiques de formation. Je vais commencer peut-être par une demande de géolocalisation à Valérie. Où sont ces documents ? Alors, j'apprends qu'ils sont dans les sous-sols de la BPI et qu'ils sont en cours de remontée vers la surface. Donc là, c'est un teaser naturellement qui va vous permettre de suivre avec encore plus d'attention nos échanges, car vous ne les avez pas encore, mais vous les aurez bientôt, avant la fin de cette journée, ce qui vous interdit de partir avant, naturellement. Et vous aurez donc on s'excuse pour ce petit décalage, mais enfin, le fait est que vous allez tous repartir avec non seulement cette brochure sur les personnels des bibliothèques que nous allons commenter maintenant, mais également ce fameux référentiel, fruit d'un très long labeur, et vous l'aurez bien sûr tous avant la fin de la journée. Voilà, donc l'objectif de la table ronde était évidemment de vous permettre de faire des allers-retours dans cette publication. Donc on va vous demander beaucoup d'indulgence et un peu d'admiration, puisque en première mondiale, nous serons la seule table ronde qui sera amenée à vous mimer une publication que vous découvrirez ultérieurement. Alors plus sérieusement, Nicolas Georges l'a rappelé, cette publication, c'est une des 10 mesures, un des 10 engagements que le ministère de la Culture avait pris auprès de vous l'année dernière lors des assises. C'est un partenariat fructueux entre le ministère de la Culture et le CNFPT. Et c'est aussi, et ça c'est assez singulier, le fruit d'un travail collaboratif entre deux observatoires, l'Observatoire de l'emploi des métiers et des compétences territoriales du CNFPT et l'Observatoire de la lecture publique du ministère de la Culture. C'est une démarche intéressante puisqu'elle a permis la mise en commun de jeux de données complémentaires pour dessiner, vous allez le voir, un portrait assez précis à la fois de la profession et de ses pratiques de formation. Pour autant, il est important d'insister sur le fait que les chiffres avancés dans cette publication doivent être considérés non pas en termes de valeur absolue, mais plutôt en qualité d'indice tendanciel. Je dis ça pour le cas où Christophe Evans serait dans la salle et éviter tout impact sur sa santé. Voilà, ce sont des indices et non pas, encore une fois, des valeurs absolues. J'aurais tendance à reprendre un mot qui est utilisé dans l'introduction de cette publication et que je trouve très juste. Il s'agit en fait d'ouvrir un espace d'analyse pour la profession. Alors, pour m'aider à ouvrir cet espace d'analyse, j'ai le plaisir de bénéficier du regard de deux expertes dont les décisions ultérieures pourront en tout cas être nourries par les données ressortant de ce puissant travail d'analyse. Alors Valérie Travier, chef de bureau de la lecture publique, vous succédez à Thierry Clerc. On salue. Dans cette fonction, et vous avez travaillé, j'ai coutume de dire, sur les deux versants du fleuve. Vous avez été précédemment directrice de bibliothèque dans l'enseignement supérieur au Mans et à Nîmes, avant de rejoindre en 2015 le ministère de la Culture comme conseillère livre et lecture en Languedoc-Roussillon, puis comme directrice adjointe de la DRAC Occitanie. Alors, les missions du bureau de la lecture publique, elles sont nombreuses et on ne va peut-être pas les redétailler ici, mais vous avez notamment en charge le développement de la lecture publique et le bureau de
la lecture publique contribue à ce titre à la modernisation des bibliothèques, et notamment à travers tout ce qui est renforcement, on va dire, des coopérations et d'une culture de réseau. Et à ce titre-là, la formation professionnelle constitue un des leviers qui sont à disposition du bureau. Et puis Anne-Laure Exbraya, responsable nationale de la spécialité culture, c'est-à-dire qui va bien au-delà des métiers de la lecture publique, au sein du Centre national de la fonction publique territoriale. Alors vous avez précédemment travaillé dans le domaine des métiers des arts de la scène, à l'opéra également, avant de rejoindre à partir de 2017 les collectivités, dans un premier temps de mémoire au département de Meurthe-et-Moselle. Et puis, vous avez intégré le CNFPT en 2019. Alors, au titre de la spécialité culture, vous avez un certain nombre de missions qui concernent au premier chef l'objet même de cette publication. D'abord, une mission de veille prospective, précisément dans l'objectif d'anticiper l'évolution des métiers territoriaux. Vous travaillez aussi sur toutes les questions d'ingénierie de formation. Et vous avez en charge l'animation des partenariats nationaux, partenariats avec les collectivités, avec le ministère de la Culture, et vous vous appuyez pour ce faire sur le réseau des conseillers formation culture qui sont basés dans les délégations régionales du CNFPT. Alors, on va peut-être commencer par dire un mot de la structure de cette publication. Alors, à la fois le jeu de données et les parties constitutives. En fait, la publication repose sur 4 jeux de données distincts. Premier élément, première source, une enquête sur les pratiques et les attentes des agents territoriaux en matière de formation et d'accompagnement. Une enquête qui a été réalisée en avril 2021. Anne-Laure, je vous laisse peut-être... Oui, je voulais revenir sur cette enquête qui a été effectivement réalisée par l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences territoriales du CNFPT, qui d'ailleurs produit un certain nombre d'études, je me permets de le placer là aussi, mises à disposition des collectivités et des agents et qui sont consultables sur le site du CNFPT, et qui, par ailleurs, propose effectivement, par exemple, une étude sur l'horizon de 2022, le baromètre RH dans les collectivités, et qui fait même aussi des études d'observation régionalisée des emplois et des métiers. Donc je voulais revenir sur cette étude qui a contribué à la réalisation, entre autres, de ce rapport. C'était en fait une commande qui a été passée par le conseil d'administration, avec une enquête en ligne qui avait plusieurs objectifs. Le premier, de connaître les conditions de travail lors du premier confinement et connaître les pratiques et des attentes des agents territoriaux en matière de formation. Alors là où je voulais préciser un élément important, c'est que l'enquête elle a pris en compte l'ensemble des territoriaux, pas uniquement les agents territoriaux qui travaillent dans la filière culturelle. Et on est rentré dans cette enquête par la logique métier et non pas cadre d'emploi. Je pense que c'est important de le poser là, parce que je crois que la logique est un peu différente sur les autres études. Et c'est une enquête qui a concerné un ensemble assez considérable d'agents, je crois. Oui, c'est 30 000 agents, dont un certain nombre en bibliothèque, et sur la base d'une enquête et qui a été ensuite déployée en région par l'intermédiaire des délégations du CNFPT pour venir au plus près aussi des collectivités en territoire. 293 collectivités et la part d'emplois correspondant à des agents exerçant en bibliothèque publique est évidemment une part beaucoup plus réduite, puisque je crois que ça concernait à peu près 900 agents sur cet ensemble. Deuxième jeu de données, alors à la fois des données de l'INSEE et celles provenant des synthèses des bilans sociaux des collectivités qui sont remontées annuellement au CNFPT. Ce sont les données 2019. Et ce qu'on peut peut-être signaler, ce qui est assez rassurant, c'est que le ministère de la Culture s'est aperçu que ces données étaient extrêmement cohérentes par rapport à celles qui provenaient de l'Observatoire de la lecture publique. Donc on a des rapprochements qui sont osés
entre différents jeux de données qu'on peut qualifier d'hétérogènes si on est statisticien, mais qui en revanche montrent une véritable convergence dans les chiffres qui en sont extraits. Troisième jeu de données, des données d'observation régionalisées sur 3 ans, 2017, 2018, 2019. Ça correspond à quoi ces données-là? C'est des données qui permettent d'affiner encore l'enquête métier. Oui, par région, et pouvoir faire des corrélations. Et elles ont lieu tous les 3 ans. C'est pour ça qu'on s'est basé sur les dernières qui sont de 2019, puisque les prochaines ne sont pas encore sorties en fait. Et le quatrième jeu de données, Valérie, c'est l'enquête annuelle. C'est bien sûr l'enquête annuelle, et ce que vient de dire Anne-Laure va dans le sens que vous ne serez pas étonné de voir qu'on s'est arrêté à 2019, alors pour des raisons que vous comprenez par ailleurs, et puis surtout pour que justement des corrélations puissent être faites entre ces analyses sur 3 ans, les données que nous avions déjà de manière un petit peu poussée, corrélées, et que l'ensemble puisse donner des résultats qui sont, si en effet des statisticiens très experts pourraient regarder d'un peu près les conclusions que nous pouvons en tirer, mais justement nous n'en tirerons pas de conclusions. On vous répète que tout ce travail d'analyse, il permet essentiellement qu'on se pose des questions, on espère les bonnes, et qu'on puisse se baser sur quand même quelques chiffres, quelques tendances pour réfléchir ensemble. Donc il nous a semblé que c'était bien 2019 qui était la bonne année pour avoir des chiffres convergents. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que l'appairage réalisé entre ces 4 jeux de données a permis de jouer la plus grande complémentarité possible entre les regards différents que peuvent porter le CNFPT et le ministère de la Culture sur cette profession. Le CNFPT a apporté sa logique métier, qui est indispensable dans la structuration même de ce document. Et à l'inverse, le ministère de la Culture a pu enrichir ces données métiers à travers des filtres qui portent à la fois sur les différenciations de territoire, les différenciations de dimensionnement des équipements, d'organisation administrative également. Alors, avant de commencer véritablement à échanger, on va dire un mot, puisque vous ne l'avez pas en main, de la structure même du document qui s'attache en gros à 3 dimensions. Un premier volet qui vise à dresser d'abord un portrait de la profession, objectivé avec des chiffres. Un deuxième volet qui porte plus spécifiquement sur vos pratiques de formation et qui constitue, disons-le, véritablement le cœur de la brochure. Et enfin, une troisième partie que je ne veux pas oublier parce que elle m'a tout de suite semblé extrêmement originale, très singulière en tout cas, et potentiellement utile à la fois aux collectivités, aux élus, aux bibliothèques et à leurs agents. C'est un ensemble de tableaux qui vont vous permettre de pratiquer un auto-positionnement de votre bibliothèque et de vous-même selon différentes dimensions. Il y a 3 dimensions de mémoire, Raphaël, je parle sous votre contrôle, en fonction des effectifs, en fonction de la taille de population desservie et en fonction de la surface des équipements ou du réseau d'équipements. Je ne sais pas si Valérie... C'est aussi pour ça qu'on ne vous a pas donné tout de suite la brochure, parce qu'on ne doute pas que vous allez vous précipiter sur ces tableaux pour essayer de savoir où vous situez. Alors, encore une fois, beaucoup de prudence, s'il vous plaît, quand même, dans l'utilisation de ces tableaux. Ce sont des... En effet, on a essayé de tirer de tous ces chiffres
des outils utiles, des outils pragmatiques. C'en est un, vous le critiquerez certainement, et on attend avec beaucoup d'intérêt justement vos réactions par rapport à cet essai d'auto-positionnement par tableau interposé, parce que c'est aussi une proposition que nous vous faisons. Essayons Vous voyez que l'ensemble de notre réflexion, c'est que les chiffres en soi, les chiffres quoi. Hein, ce qu'on veut, c'est des analyses de la fermentation pour nos débats et pour qu'on en tire quand même des outils qui soient pratiques pour vous et pour l'ensemble des acteurs. C'est quand même ça un petit peu l'objectif, hein, c'est pas de vous assommer de chiffres, c'est aussi pourquoi cette publication prend l'aspect, vous le voyez quand même derrière moi, et puis Raphaël va faire jouer la manette magique pour vous faire voir quelques images très intéressantes. Nous avons choisi des infographies, hein, nous avons choisi une pagination et une proposition graphique un peu légère, un peu aérée, pour que justement vous ne vous polarisiez pas sur les chiffres, mais que tout de suite on passe à la réflexion qu'ils doivent engendrer. Oui, on peut dire que c'est un document vivant qui est très intéressant parce que vous avez de multiples voies d'entrée à l'intérieur des analyses qui vous sont proposées. Et c'est un document qui doit servir de base à la réflexion de la profession et à l'explicitation de ses attentes prioritaires en matière de formation. C'est aussi un document qui est certes tout à fait prudent en insistant à de multiples endroits sur les biais qui peuvent exister dans les chiffres qui sont avancés, mais qui a aussi, je trouve, la vertu de s'engager et de montrer quels effets bénéfiques pour le public et pour les collectivités peut avoir le fait de parier résolument sur une ambition importante en matière d'action de formation. Alors, Au-delà de ça, je trouve que c'est aussi un outil qui valorise énormément votre profession et la démarche à la fois individuelle et des collectivités en matière de formation. Mais je trouve que ça permet de se situer aussi en tant que professionnel au sein, plus globalement, d'un champ culturel. J'y reviendrai dans la présentation. Je trouve que c'est un formidable outil de valorisation de votre profession aussi. Vous aurez donc compris que la table ronde est essentiellement un teaser pour créer l'addiction à un document que vous n'avez pas encore. Alors, je reviendrai juste un peu brièvement parce que Christine Carrier, Nicolas Georges et Bertrand Achard ont insisté sur cet aspect en ouverture de la journée. Nous sommes une profession qui se caractérise ces 30 dernières années, je dirais, par un effort de transformation d'une intensité qu'on peut qualifier d'inédite. Alors, ce n'est pas le seul métier à devoir faire cet effort. On le retrouve en réalité dans toutes les branches d'activités qui sont les plus concernées par la transition numérique. Transition numérique qui modifie non seulement les pratiques des professionnels comme du public, mais aussi la nature des services offerts et la forme des collections constituées et communiquées. Il y a par ailleurs bien d'autres forces telluriques que la transition numérique qui agitent cette profession, la question de la médiation, de l'accompagnement social, la question pour les bibliothèques départementales du repositionnement de la logique de service proposée aux habitants. Il y a aussi, ça a été évoqué tout à l'heure, de nouveaux défis, et qui ne sont pas des moindres, comme celui de la transition écologique évoquée par Nicolas Georges. Ça se traduit par un besoin particulier en matière d'acquisition de compétences, et qui passe nécessairement par un effort de formation. Alors cet effort, le mot est très parlant quand on est employeur, il est souvent perçu, mesuré, appréhendé comme une charge. Alors que, me semble-t-il, il faut d'abord le voir comme une opportunité
un investissement qui peut avoir un effet direct et très bénéfique sur la performance et sur le niveau d'activité du service, ce que montre très bien, on y reviendra, cette analyse. C'est un document qui pose en réalité de multiples questions, des questions sur peut-être les modalités de remontée des besoins et le dialogue permanent et formalisé nécessaire entre les différents acteurs concernés, à la fois les agents, les établissements, les collectivités, les organismes de formation, les agences de coopération et les conseillers livres et lecture du SLL. Ça pose aussi des questions qui ressortent beaucoup dans la brochure sur le niveau d'accompagnement nécessaire et indispensable des agents pour le choix de la formation. Des questions également sur la nécessaire articulation et continuité à prévoir entre la formation initiale et la formation continue. Sur les modalités pédagogiques également, quelles modalités sont aujourd'hui possibles et attendues. Sur les moyens à plus long terme, les moyens pour les collectivités de capitaliser sur les compétences acquises et à acquérir, c'est-à-dire de réfléchir à une projection des organisations en termes de cartographie de compétences et de concevoir, à partir d'une politique de gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, qui pourraient articuler ensemble à la fois politique de formation et politique de recrutement. Alors, je rassure mes interlocutrices, on n'aura certainement pas le loisir d'aborder toutes ces questions ici, ni d'ailleurs de revenir sur l'ensemble des données présentées dans les presque 60 pages de cette publication, mais je vais vous proposer de nous concentrer sur 3 dimensions particulières. D'abord, le portrait de cette profession. Ensuite, la question des pratiques de formation et en revenant sur des choses qui ont déjà été évoquées l'année dernière d'ailleurs, la question des freins et des attentes des agents. Et enfin, on s'intéressera à ce qui constitue une des forces de la brochure, qui est d'identifier les facteurs de différenciation qui ont pu être constatés dans l'accès à la formation professionnelle en rapprochant les 4 jeux de données qui ont été évoqués. Voilà ce qu'on peut dire. On va peut-être commencer par les premières données. Alors, c'est pas facile à la verticale, hein. Je vous le dis tout de suite. Ah, super. Je suis bien placée, moi je suis juste devant. Oui, on va commencer peut-être par regarder ce portrait des personnels tel qu'il apparaît grâce à ces jeux de données convergents. Alors, bon, il y a des chiffres, naturellement, qui sont des surprises pour personne, qu'il y ait beaucoup de femmes dans la profession, 80% exactement d'après les chiffres. Ça n'est pas quelque chose qui doit nous étonner. Il suffit de tourner le téléphone de l'autre côté. Là, moi, je vois très bien que la profession est en effet composée de 80% de femmes. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est d'une part que 97 000 personnes travaillent dans le champ des bibliothèques, dont 61 000 sont... Alors 61 000, encore une fois, 60 000, 70 000. Bon, mettons 61 000, c'est sans doute le chiffre le plus approchant. Il n'y a aucun secteur culturel dans lequel la place de la société civile et des bénévoles en particulier est aussi importante. Je veux dire, il n'y a aucun... dans les théâtres et dans les cinémas, non, ça n'existe pas. Les bibliothèques sont bien le lieu d'une prise, d'une entrée très forte des gens, de la population dans un service public qui leur est aussi destiné. Ça, c'est quand même très très important. Et en ce qui concerne la formation, ça pose véritablement la question aussi de la qualité de la formation des bénévoles que l'on peut apporter. Après, ce 61 000, c'est un peu un chiffre en trompe-l'œil. Parce qu'en oui. fait,
Bien sûr, mais malgré tout, ça montre que, voilà, on parle à des professionnels, mais on parle aussi à des gens qui ont toutes les appétences pour travailler dans le cadre donc d'un service culturel. Donc ça, c'est quand même très important. Ce qui est très important aussi, c'est de voir que dans le champ territorial, 90% des personnels sont positionnés en B et en C. Là aussi, c'est pas une surprise formidable, mais quand même, peut-être juste une chose, Anne-Laure, c'est que cette répartition, elle augmente de plus en plus du côté justement des catégories B et C, avec une augmentation entre 2014 et 2019 du nombre de ces catégories, alors qu'elle baisse de manière très forte pour ce qui est des catégories A. Donc là-dessus, il y a une interrogation en effet à conduire auprès en particulier des collectivités qui seraient peut-être dans une tendance, alors là on est déjà dans l'interprétation bien sûr, mais enfin c'est des choses qui se disent, dans une tendance à baisser un peu le niveau aussi de leur encadrement. Parce qu'on note, mais ce n'est pas une surprise non plus, c'est qu'il y a effectivement des postes de direction qui sont en grande partie portés par des catégories A, mais également des catégories B, et à la marge un petit peu de catégorie C, mais que plus la bibliothèque est importante en termes de taille et d'effectifs d'agents, plus on retrouve des postes de direction de catégorie A. Mais effectivement, la tendance analysée, et qui n'est pas une surprise, je pense, pour la profession, ni pour nous, CNFPT, c'est qu'il y a effectivement une majorité d'agents de catégorie B qui portent aussi des responsabilités d'encadrement, et que le choix des collectivités aussi s'opère sur ce plan-là. Alors ça s'explique à une échelle territoriale aussi, en fonction de l'échelle du territoire et des établissements, et ça s'explique aussi sur des montées en compétences assez marquées de ces professionnels. Et ça répond souvent à une interrogation que vous avez dans la profession, de dire mais en matière de formation, on nous propose en fonction de notre grade et pas de nos missions. Ce n'est pas, en tout cas, le postulat que nous prenons, nous, dans notre offre de formation, qui est plutôt sur les formations d'encadrement, d'être sur la notion de mission que sur la notion de grade. Mais là, ça fait vraiment état d'un constat partagé par la profession que la question de l'encadrement dépasse la question du grade. Et je trouve que l'étude le révèle, comme vous venez de le mentionner. De la même manière, cette question de la diversité que vous évoquiez et qui est profondément marquée dans ce document, l'est aussi sur la diversité des filières et des cadres d'emploi, puisqu'on a près de 22% en fait, des agents qui ne relèvent pas de la filière culturelle. Alors, ce qui peut s'expliquer aussi par la grande diversité des parcours dans ces métiers, à la fois en matière de reconversion, de mobilité interne, de la diversification des profils aussi, donc on y reviendra sur la question de la formation derrière. Et ça, je trouve que c'est intéressant aussi de l'analyser au regard de l'organisation territoriale, puisque là, le document le mentionne bien, il y a un agent sur 5 qui travaille en EPCI, mais majoritairement, on est plutôt sur des agents qui travaillent en commune. C'est ça, un des résultats qui est assez frappant, c'est que finalement l'organisation communale reste largement dominante. Oui, pour l'instant, enfin, on pense que là justement il y aura des suites à donner à ce travail, parce que là il n'y a pas encore une influence très grande en fait de l'intercommunalité. Il y a beaucoup de Je vais juste prendre c'est ma minute de l'interministériel. Je voulais juste faire une remarque pour apporter aussi au public peut-être un éclairage rapide. Ce qui m'a frappé dans cette photographie, et notamment sur le fait que la part de B et C est extrêmement importante dans le pyramidage de la profession, c'est que si on se déporte sur la fonction publique d'État, on a une photographie qui est radicalement différente. C'est-à-dire qu'on a des directions de bibliothèques qui sont exclusivement assurées par des conservateurs ou des conservateurs généraux, c'est-à-dire A ou A+. Et on a 3 fois plus de catégories A qu'on en trouve en fonction publique territoriale. À l'inverse, je dirais que sur la question de la diversité, sauf erreur de ma part, il y a encore plus de diversité constatée du côté des bibliothèques universitaires, puisque la part de la filière bibliothèque, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ce chiffre, mais ne représentait que 60 ou 62%, je crois, de l'ensemble des effectifs, ce qui s'explique aussi par le fait qu'il y a des filières
complémentaires de type filière ITRF qui sont sur les mêmes métiers mais sont des filières distinctes. Moi, je voulais juste ajouter quelque chose sur la mobilité. Le rapport fait mention au fait que la mobilité professionnelle est aussi corrélée au métier exercé. C'est-à-dire que globalement, dans les professions où on a sur des postes d'encadrement, les agents restent moins longtemps que les agents par exemple d'accueil qui ont un parcours plus long en fait dans la même collectivité. Donc la question de la responsabilité joue aussi sur la question de la mobilité. Et ça, je trouve que c'est intéressant de le mentionner sur la question des parcours individuels et qui est assez marquée dans le rapport. Et puis, il y a la question aussi du renouvellement des équipes qui est aussi un facteur important de votre profession où il y a, alors je ne dirais pas turnover parce que ce n'est pas le bon terme, mais il y a une vraie réflexion à la mobilité malgré tout et de constantes perspectives d'évolution à la fois en termes de mission et en termes d'évolution professionnelle. Et ça fait, je trouve, une profession très agile. Et du coup, en termes de formation, ça demande aussi des besoins spécifiques. Oui, puis on a vu aussi que c'était un terrain dans lequel il y avait beaucoup de reconversion aussi professionnelle, ce qui pose la question aussi de la formation de base, hein, d'agents qui peuvent se trouver passer d'un service à un autre et rapidement en fait dans des situations de responsabilité, hein, pas seulement, il ne s'agit pas seulement de reconversion en agent d'accueil, il y a véritablement des reconversions à tous les niveaux. Et qui est mentionné aussi voulu ou pas voulu d'ailleurs. Donc ça suppose aussi en termes d'accompagnement aussi une autre démarche. Et sur ce besoin de renouvellement qui appelle un effort de formation particulier, on peut également y ajouter la question de la pyramide des âges, puisque somme toute, la moitié des emplois en bibliothèque territoriale sont situés dans la tranche entre 40 et 55. Donc, ne le prenez surtout pas personnellement, je suis beaucoup plus vieux que vous, mais nous ne sommes pas une profession jeune, au final. Oui, ça c'est un peu surprenant quand même, hein, parce que dans les bibliothèques municipales, on voit beaucoup de jeunes collègues, mais ça montre justement peut-être qu'il y a des personnels qui passent dans les bibliothèques. C'est un moment dans une carrière et ce n'est plus forcément non plus, ça c'est une interrogation que je lance, hein, ce n'est plus forcément comme vous le disiez tout à l'heure sur les agents d'accueil qui restent pendant très très longtemps. Ben non, les bibliothèques comme les autres champs de l'emploi sont peuvent être des moments dans une carrière aussi. Tout le monde ne rentre pas à jamais dans les bibliothèques. Cette diversité qui est pointée, à la fois diversité de la taille des équipements, de l'origine de filière, de l'organisation territoriale, Anne-Laure, est-ce que ça ne complique pas un peu l'ingénierie de formation ? Alors, oui et non, c'est-à-dire que dans le travail d'ingénierie, on va analyser un objectif pédagogique qui est différent en fonction de ce pourquoi l'agent vient en formation. Je m'explique, c'est-à-dire que quand vous êtes nouvellement arrivé dans une collectivité sur des nouvelles missions de bibliothécaire, par exemple, votre besoin ne va pas être le même qu'un parcours plus classique de formation initiale en bibliothèque, premier réussite de concours et où vous avez une certaine expérience. Donc notre enjeu à nous, c'est d'avoir une palette d'offres qui vient répondre à des besoins individuels différents, mais qui fait sens au plus grand nombre. Donc, il y a aussi un degré d'attente en termes de formation. Donc pour moi, il y a plusieurs leviers. Il y a celui d'identifier en tant qu'agent ses besoins aussi par rapport à son parcours et surtout de remettre en perspective ses besoins avec sa collectivité dans le cadre d'un parcours de formation en lien avec son supérieur hiérarchique et son cadre si on n'est pas cadre. Et c'est là où il y a un enjeu fort, je pense aussi, d'acculturation des services RH aux besoins de formation des professionnels des bibliothèques et la question du cadre intermédiaire, quel que soit son grade, peu importe, mais qui vient faire ce point de jonction, me paraît primordial. Donc en termes d'ingénierie pédagogique, il y a forcément une différenciation dans la manière dont on propose une offre. Et c'est à nous d'identifier là où il y a un besoin, effectivement. Et puis après, d'être quand même aussi dans une réponse qui répond au plus grand nombre. Puisque l'idée, c'est d'adapter
en étant dans une démarche vraiment d'affiner ça pédagogiquement, mais tout en répondant à un besoin collectif. Donc le CNFPT, il a dans sa construction de l'offre, une offre qui est dite nationale, c'est-à-dire qui est programmée forcément une fois quelque part en France et qui vient répondre à une logique d'itinéraire de besoins métiers. Donc on a un métier bibliothécaire, cadre, directeur de bibliothèque, et qui se décline à l'échelle régionale. Et puis après, on a aussi la possibilité de répondre aux besoins des collectivités quand elles identifient un besoin, en déclinant une offre de formation en intra ou en inter, pour pouvoir du coup répondre à un besoin plus spécifique et qui là vient être travaillé avec la collectivité. Donc il y a dans votre question 2 éléments. Il y a le profil, la diversité des profils, comment on y répond sur un catalogue d'offres de formation en fonction des besoins individuels identifiés aussi par la collectivité, et comment on répond à un besoin aussi plus global qu'une collectivité identifie pour un panel de ses agents ou pour plusieurs collectivités, et comment on construit avec elle une offre qui est la plus pointue et qui répond au mieux aux besoins. Et puis peut-être une dernière question sur cette dimension de profession. Alors l'infographie le montre tout particulièrement, et Valérie en a parlé tout à l'heure. Le poids des collaborateurs occasionnels est un poids extrêmement important. On va prendre plutôt une réflexion en termes d'ETP. On est sur 25% des emplois qui relèvent de la catégorie des collaborateurs occasionnels. Un rapport récent de l'IGSR a beaucoup insisté sur la nécessité de porter une attention et d'apporter une réponse spécifique à cette catégorie d'emploi, à travers deux recommandations, si je me souviens bien, la 4 et la 5. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est en œuvre, alors à la fois du côté du CNFPT, ou du côté du ministère de la Culture autour de ce volet spécifique? Alors, je pense que justement, cette attention au personnel occasionnel, aux bénévoles, les conseillers livre et lecture dans les DRAC sont très vigilants, parce que c'est le quotidien, en fait, de toutes les petites bibliothèques, des réseaux de bibliothèques départementales. On rencontre énormément de bénévoles. Donc on sait très bien qu'il faut les inclure à un moment ou à un autre dans des parcours de formation. Ce n'est pas toujours facile, en effet. Ce n'est pas toujours. Là, je crois qu'il y a un champ quand même de réflexion qu'il faut travailler. Hein. Mais il est arrivé, par exemple, que un CRFCB accepte tout à fait, par exemple, de se déplacer dans un réseau de bibliothèques pour justement inclure dans l'offre de formation aussi les bénévoles qui étaient en charge des bibliothèques. C'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, mais je crois en effet qu'il y a un travail de réflexion plus global. Moi, je voudrais insister sur le fait que il faut le voir comme véritablement une chance exceptionnelle pour les bibliothèques de mettre en œuvre aussi les droits culturels. La population est active. Vous savez que dans les droits culturels, l'idée, c'est de faire en effet participer à la conception même des programmes de la culture la population. N'inventons pas le fil à couper le beurre. Dans les bibliothèques, la richesse des bénévoles, c'est ça qu'ils apportent. Donc il faut vraiment être vigilant à ce qu'ils apportent véritablement quelque chose qui soit aussi construit, qui ne soit pas simplement évanescent, un petit peu comme ça. Et donc nous avons un devoir de travailler sur cette question-là. Mais c'est déjà à l'œuvre. C'est déjà à l'œuvre. Ils ne sont pas abandonnés. Et les bibliothèques départementales sont en général extrêmement attentives justement à la formation des bénévoles. Mais c'est vrai que pour le CNFPT, c'est peut-être plus un sujet plus... Disons que ce n'est pas notre cœur de cible, on va dire, mais effectivement, il y a quand même des initiatives qui peuvent être opérées à l'échelle territoriale, souvent en fonction des besoins des collectivités aussi, pour pouvoir proposer une offre de formation qui vient répondre aux besoins des agents des bibliothèques, par exemple départementales, dans lequel on peut intégrer un volet de certains agents qui concourent en fait à l'activité de la bibliothèque. Mais ça reste effectivement à la marge par rapport à notre... Et c'était l'objet en fait du travail de concertation aussi, de voir quels étaient les leviers de formation de ces bénévoles en fait. Alors on va s'intéresser maintenant aux pratiques.
Et Anne-Laure, je vous redonne la parole peut-être pour vous demander très directement qu'est-ce qui différencie cette profession en termes de pratique de formation des autres professions territoriales. Alors, ce que j'avais un peu évoqué tout à l'heure, c'est que effectivement, c'est une profession qui a une vraie culture de la formation, qui se forme globalement, puisqu'on a 66% de personnes qui ont suivi une formation depuis 1 an, alors que par rapport aux agents territoriaux de manière générale, on est à 50%. Donc il y a quand même vous voyez, un décalage assez notable. Ce qui est aussi très marqué, et ça moi je le vois dans le nombre de formations qu'on peut proposer, c'est effectivement la prise d'initiative individuelle aussi des professionnels à se former. Moi, j'ai aujourd'hui dans mon champ à la fois la lecture publique, mais aussi ce qui relève de l'enseignement artistique, du spectacle vivant. On est sur, du coup, pour les bibliothèques, des profils de professionnels qui vont chercher en fait l'information, qui cherchent en tout cas à se former, bien plus marqués que d'autres professions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales. Mais ça amène aussi, du coup, une volonté de diversification aussi de l'offre. Donc le CNFPT reste effectivement le premier organisme de formation. Et j'avoue qu'à la lecture de ça, je me sens aussi rassurée de voir que le travail que nous opérons très majoritairement pour les bibliothèques dans l'offre de formation culture trouve aussi fait écho auprès des professionnels, mais vous avez aussi d'autres opérateurs que je salue par ailleurs dans la salle avec qui nous avons fait ce travail de concertation et après desquels vous vous formez également. Et ça, c'est aussi une particularité de votre champ. Là où je me réjouis également, c'est de voir quand même que 3 sur 4 sont satisfaits des formations suivies. Donc il y a toujours une phase d'amélioration, on est bien d'accord, tout n'est pas parfait, mais que globalement, l'offre quand même, quand elle est suivie, répond aux besoins. Sur la diversité des opérateurs, en fait, ce qui me paraît aussi frappant dans l'analyse qui est produite, c'est le fait qu'elle est particulièrement marquée du côté des personnels de direction. Oui, tout à fait. Alors parce qu'elle vient chercher, je pense aussi, plusieurs enjeux. Il y a à la fois la question du management, proprement dit, mais il y a la question aussi du maillage territorial et de comment on construit un projet aussi avec les autres acteurs de politique publique sur son territoire, au-delà de la lecture publique, qui est un des enjeux qu'on travaille beaucoup d'ailleurs dans l'offre de formation du CNFPT. Et puis après, il y a aussi des besoins plus techniques, où là, effectivement, les cadres vont chercher cette technicité peut-être vers d'autres opérateurs. Je suppose, mais c'est un peu, en tout cas, les retours qui sont faits. Ce qui est aussi à noter quand même, c'est que les cadres de direction sont quand même ceux qui, majoritairement, abandonnent plus facilement leur projet de formation pour, en raison invoquée, la difficulté à se faire remplacer ou la surcharge de travail. Donc, c'est ceux qui sont, in fine, peut-être les moins captifs, mais c'est ceux qui concourent, en tout cas, majoritairement à faire suivre leurs agents des formations. Et c'est là où je voulais en venir, et qui contribue du coup à la qualité du service rendu des bibliothèques, puisqu'on cherche tous cet objectif. Et l'étude le montre bien qu'il y a une corrélation entre la formation, le nombre de formations suivies et le service rendu auprès des usagers. Ce qui repose comme base que la formation concourt également à une forme de performance des équipements et que les collectivités ont tout intérêt à laisser leurs agents, du coup, partir en formation. Ça produit presque une loi physique, en fait. Plus une équipe est formée, plus la bibliothèque a d'inscrits, voilà, et plus elle prête de documents. C'est ça. Et plus les personnels ont envie de se former encore plus. Il y a une sorte d'émulation de la formation. On pourrait l'envisager comme un frontispice. Oui, parce que véritablement, qui se forme a envie de se former, quoi. C'est une espèce de... Il y a une dynamique vertueuse dans le fait de... Alors, on y reviendra tout à l'heure sans doute sur les pratiques, mais dans la formation, il y a aussi le fait de se rencontrer, de faire des échanges de pair à pair. Je voulais aussi ajouter une chose sur cette appétence quand même particulière des
bibliothécaires à se former. Les bibliothécaires se forment entre eux aussi. Vous dites parmi les nombreux partenaires, n'oublions pas que l'Association des bibliothécaires de France a une action, là on parlait des bénévoles tout à l'heure, mais enfin sur l'ensemble du champ, véritablement les bibliothécaires veulent se former, se forment et se forment entre eux, ce qui n'est pas le cas non plus forcément de toutes les professions culturelles. Je pense que c'est aussi une particularité. Et ce qui est aussi, ça vient faire écho à ce que vous venez de dire, il y a aussi un vrai besoin de formation, alors ça sur les modalités pédagogiques, mais qui répond bien à ce besoin de mise en réseau, d'espace de formation, alors on dit en présentiel, en tout cas où on se retrouve. Alors il faut dire que l'étude qui a contribué aussi à faire émerger ces résultats a été produite en pleine période de confinement, donc je pense avec un besoin très fort aussi de votre profession, mais globalement de toutes les professions dans le domaine des collectivités territoriales, d'arriver à se retrouver pour redonner du sens aussi à l'action qu'on porte. Oui, il y a peut-être un biais de ce point de vue-là, et qui est aussi redoublé par le fait que la prise en charge, le transfert des formations sous un format en ligne, c'est fait dans des conditions qui sont tout à fait, si vous me passez l'expression, rocambolesques et hâtives. Et en particulier, on sait que pour les catégories C, c'était aussi la tranche de population qui était la moins équipée de matériel. Donc, on a tous vécu ces choses-là. Malgré tout, moi, j'en tire quand même l'idée de cette appétence pour le présentiel, qu'on est bien dans l'ère des organisations apprenantes, c'est-à-dire qu'on a, au-delà de recevoir des enseignements théoriques ou de faire des ateliers pratiques, l'importance de la rencontre avec des collègues, de l'échange. Alors moi, j'y ai toujours cru, et je me souviens que quand j'étais en bibliothèque universitaire, au lieu d'envoyer toujours les gens en formation, je leur organisais des formations in situ entre eux pour qu'ils se parlent déjà et pour qu'ils échangent aussi entre eux sur les bonnes pratiques, ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire surtout en bibliothèque publique, on a beaucoup de temps face au public. Je pense que c'est aussi l'idée que dans les pratiques innovantes, il ne faut pas oublier qu'on est dans l'ère des organisations apprenantes, on apprend entre soi. Sur ces questions que vous venez d'évoquer, les échanges de pratiques, les organisations apprenantes, l'intelligence collective, juste une incise, regardez bien attentivement, mais je n'ai aucun doute sur le fait que vous l'avez déjà fait, le programme de la journée. À partir de 15h, vous allez avoir dans le cadre du forum la possibilité d'approfondir de manière très interactive toutes ces nouvelles dimensions qui font partie aussi des outils de la formation professionnelle à travers un certain nombre de stands qui sont dédiés à ces trois questions. Voilà. Dont celui qui m'a frappé aussi sur les freins rencontrés par la profession. Alors, qui relève, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, de la question de l'organisation du travail, avec la difficulté de se faire remplacer, la notion de charge de travail quand on est sur aussi des petites équipes, et puis des changements personnels. Il y a surtout cette question du frein, du manque d'accompagnement. Donc là, ça vient questionner la question aussi de la connaissance des droits à la formation. Et donc là, je vous invite vraiment à aller, effectivement, cet après-midi à l'espace forum sur ces questions de droit à la formation qui peut du coup vous accompagner aussi les professionnels si nécessité. Et la méconnaissance, donc c'est là où moi j'identifie aussi peut-être un levier pour nous, CNFPT, méconnaissance de l'offre de formation. Donc il y a effectivement de la part alors, des agents peut-être, mais en tout cas des services RH des collectivités, des fois, un manque de connaissance de la structuration de l'offre que nous pouvons proposer par exemple et la manière dont on peut y accéder. Et ça, c'est intéressant, je pense, dans nos perspectives de réflexion dans ce travail de concertation, d'arriver à peut-être identifier selon la grande diversité des parcours de chacun, des dispositifs qui soient plus visibles sur des prises de fonction, par exemple, pour que les collectivités identifient plus facilement à partir de la logique métier où leurs agents peuvent finalement s'intégrer en matière de formation. Ce frein-là, il est intéressant dans ce rapport aussi pour nous en termes d'analyse de la structuration aussi et visibilité de notre offre.
Je voudrais, sur les freins, quand même faire remarquer qu'il y a tout de même dans les motifs des choses qui sont problématiques et un peu indépassables, à savoir les distances. La mobilité est en France, de toute façon, le problème qu'on retrouve dans tous les thèmes, et dans le thème de la formation, en particulier en ce qui concerne donc les territoires insulaires. Voilà, c'est pas parce qu'on habite en Guyane, c'est pas facile de se former, tout simplement, parce que c'est loin, parce qu'il faut prendre l'avion quelquefois, etc. Et puis dans les zones rurales et montagneuses, on voit dans les chiffres que c'est là que les personnels ont le plus de difficultés. Donc cette question de gérer la mobilité, c'est-à-dire d'apporter des solutions à ces problèmes de mobilité géographique n'est pas un problème marginal, c'était même un problème central pour beaucoup de nos collègues. Et puis moi j'ai quand même remarqué aussi dans les chiffres qu'un des motifs de non-formation, c'était le refus de l'employeur. Donc là, il y a quand même, on revient à ce qu'on disait en introduction, tout un travail à faire auprès des élus, auprès des collectivités, pour leur dire, comme vous le disiez, que non, ce n'est pas une charge, la formation, c'est une opportunité d'avoir à votre service des personnels qui sont plus efficients. Donc je pense que ça continue à être un frein, ça veut dire qu'il y a encore un travail de conviction qu'il faut faire et qu'il faut continuer à faire. On n'a pas encore réussi à éliminer complètement ce motif dans les refus de formation. Oui, tout à fait. D'ailleurs, sur la question du motif de refus de formation, je m'interrogeais sur le fait que, est-ce que le fait qu'il y ait finalement un déficit de catégorie A dans les organisations ne pose pas des difficultés d'interface parfois entre la bibliothèque et la collectivité. Or, on sait très bien que dans la mesure où cette profession est gourmande, et je le dis gourmande, pour moi c'est une valeur positive en termes d'appétit, gourmande en formation, il y a beaucoup de pédagogie et d'accompagnement à faire aussi en direction des DRH, en direction des décisionnaires. Alors, je pense qu'il y a alors, je ne sais pas si on parle de catégorie, en tout cas de poste d'encadrement, quel que soit là, on va essayer de sortir de cette logique de catégorie. Effectivement, là, ça démontre quand même que quand il y a un intermédiaire, ça permet aussi de pouvoir identifier les besoins de formation des agents concernés, de les faire remonter dans le plan de formation de la collectivité et d'en faire un objectif. Ça réfléchit sur une grande échelle. Je pense qu'il y a aussi une problématique potentielle sur la question de quels sont les plans de formation. Est-ce que ces plans de formation sont suffisamment anticipés pour être ensuite remontés au CNFPT? Voilà, il y a ces questions-là peut-être. Il y a en tout cas, il est certain, une nécessité, quand il y a effectivement ce cadre intermédiaire, de pouvoir être un acteur en fait essentiel même de la formation de ces agents et d'avoir une bonne connaissance de l'offre dans sa globalité pour pouvoir aiguiller les professionnels qui travaillent avec lui. Et je pense que ça concourt à la dynamique aussi du service de fait. Donc, alors, je ne sais pas si on peut en faire je dirais plutôt une tendance plus qu'un acte à prendre en tant que tel. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette question de la connaissance et du coup de la transmission. Donc il y a la question de la visibilité, c'est une chose, et puis il y a aussi la culture et de l'accompagnement des cadres, des agents et des services RH. Et c'est d'ailleurs le cas pour l'ensemble des métiers, pas forcément ceux de la lecture publique, sur les besoins spécifiques en matière de formation pour ces agents-là. Mais cette question d'interface, je crois, est très réelle. Dans un autre travail d'étude que nous faisons sur la connaissance des dispositifs des marchés, concernant les marchés publics, une des conclusions, c'était de faire en sorte qu'il y ait une connaissance mutuelle des besoins et des contraintes entre services des marchés publics, services de l'achat en particulier, donc, et bibliothécaires. Il ressort de l'étude que la modeste, qui est quand même assez forte, utilisation donc de la mesure sur l'abaissement du seuil pour l'achat de livres non scolaires a été, elle aurait pu être plus utilisée, il y aurait eu plus de recours si un vocabulaire commun
entre bibliothécaires et services d'achat avait pu être plus développée, et que souvent la méconnaissance elle venait aussi de ce lien entre bibliothèque et services de la collectivité. Donc oui, en effet, dans la formation, il y a aussi cette question de l'interface, pouvoir se parler entre services et pouvoir faire remonter les besoins de formation. Merci beaucoup. Et dernière dimension qu'on va peut-être devoir aborder un peu au galop. Dernière dimension qui nous intéressait, c'est la question des facteurs de différenciation. Alors, Valérie, vous l'avez abordé en matière de géographie contrainte. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de différenciation qui apparaissent finalement dans l'accès à la formation professionnelle ? Peut-être puisqu'il faut qu'on fasse un peu vite, mais une des choses qui nous a un peu frappé quand même en regardant justement ces chiffres sur les facteurs de différenciation, c'est qu'on retrouve aussi dans les, et c'est vrai d'autres études, on retrouve un peu les mêmes types de villes ou d'agglomérations qui sont en plus grande difficulté apparemment pour donner suffisamment d'heures de formation à leurs agents. Vous le voyez, c'est dans le bas du tableau. C'est là où il y a le moins d'heures de formation, c'est dans les bibliothèques de 5 à 24 agents. Et on voit que ça correspond à ce qu'on appelle des villes moyennes. Et ces villes moyennes, au-dessus de 20 000, moins de 100 000 habitants, c'est celles aussi qu'on retrouve dans d'autres difficultés. Vous le verrez quand on publiera cette autre publication très attendue, qui est l'Atlas des bibliothèques. C'est souvent là aussi qu'on voit moins d'innovation, moins de facilité à avoir des services innovants ou du numérique, etc. C'est toujours, il y a une espèce de... Il faut avoir une attention particulière, je pense, à ces villes moyennes, parce que c'est quand même là aussi qu'on voit apparaître de plus grandes difficultés des collectivités à se mobiliser. Donc c'était quand même essentiellement ça. Ce que vous voyez très bien. L'enjeu d'exclusion, il est très bien représenté aussi dans l'infographie. Voilà, c'est ce que je voulais dire. 4600 bibliothèques. Voilà, c'est en rouge, c'est en orange et c'est en gros. Il y a quand même 4600 bibliothèques qui n'ont bénéficié d'aucune formation en 2018. Ça veut dire quand même 24 000 agents pour qui la formation est un vain mot. Donc c'est en gros, c'est quelque chose qui doit nous faire réagir également. Est-ce que vous avez d'autres points éventuellement à aborder sur cette question des freins ? Ce qu'on peut remarquer, en revanche, c'est que le chiffre du nombre d'heures de formation par an et par agent, il est, là encore, très voisin de celui qui est observé en fonction publique d'État. De mémoire, c'est 20 en fonction publique d'État. Donc on est sur quelque chose de très convergent qui montre que la culture de formation est solide pour la profession, quelle que soit la fonction publique qui l'exerce. Écoutez, si vous ne voulez pas... Si cette infographie ne vous inspire pas plus de réflexion, je vous propose d'intervenir sur un point, alors très ouvert, surtout sentez-vous décontracté, je n'attends pas de plan d'action. On a dit en préambule que ce document était un espace d'analyse ouvert à tous pour vos missions respectives. Quelles pistes de réflexion il vous inspire pour des évolutions ou des actions dans le futur? Qu'est-ce qui vous a le plus frappé, somme toute ? Alors on se regarde l'une l'autre en disant bon, qui va se lancer ? Moi je pense quand même que les pistes, on en a tiré déjà un certain nombre. Vous le verrez dans les tables rondes qui vont suivre et aussi dans les choix de stand du forum, parce que en effet la question de la formation continue, de la formation post-intégration, sur du dialogue entre les acteurs, entre les acteurs, de l'innovation
question de qu'est-ce qu'on peut innover, comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes qu'on voit apparaître grâce à ces chiffres. On sait qu'on fait quand même beaucoup de choses déjà, hein, que c'est quand même très très actif de part et d'autre. Donc ça veut dire qu'il faut avoir recours un peu à de l'imagination pour inventer de nouvelles solutions. Je parlais tout à l'heure de la mobilité, mais aussi ces questions de reconversion, de mobilité interne posent des problèmes qui sont d'ailleurs posés dans d'autres secteurs, qui demandent un peu d'habilité et pas seulement de dire on va adapter notre formation. C'est pas seulement ça. Donc je pense que déjà cette journée, et on attend de vous beaucoup d'apports. Hein, je vous rappelle que vous pouvez même envoyer en ligne répondre à un petit questionnaire et répondre et commenter en particulier le référentiel que l'on va vous présenter. Tout ce travail-là, je pense que vraiment il y a déjà un certain nombre de pistes. On a pris contact assez vite aussi avec les Outre-mer pour savoir un peu comment on allait pouvoir faire en sorte d'adapter au mieux aussi les formations. On a des idées, qui impliqueraient peut-être une modification un petit peu dans la DGD on a plein d'idées. Hein. L'idée, c'est aussi quand même que de recevoir vos propositions à vous, de voir aussi ce qui fonctionne dans telle et telle région. Et une des mesures très importantes que nous allons suivre pendant toute l'année, c'est le travail de coordination que vous allez engager, que les DRAC vont engager avec justement l'ensemble des acteurs sur place, parce que ce seront vraiment des laboratoires là qui nous permettront de savoir quelles sont les solutions territoriales qui sont trouvées, celles qui seront qui pourront remonter au niveau national, naturellement, ça sera très bien. Mais vraiment, ce travail de coordination, je pense, va améliorer, nous l'espérons, on va le suivre et on va l'évaluer. La question, par exemple, de la mutuelle connaissance et dont on parlait tout à l'heure. On peut imaginer que davantage de coordination entre les acteurs vont faire remonter assez vite des solutions qui ont été trouvées grâce à l'intelligence collective. Et donc on va le suivre ça avec beaucoup. Vous savez que c'est la mesure dont on veut, à la fin de 2023, pouvoir rendre compte. Est-ce que dans l'ensemble des régions, cette coordination a pu se mettre en place ? Moi, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure. Je pense que il y a beaucoup de choses qui, effectivement, n'étaient pas une surprise dans l'analyse et d'autres qui nous amènent plutôt à réfléchir, en tout cas pour le CNFPT, en matière d'offres de formation, comment, à partir de ce qui existe déjà et de potentiellement ce qui manquerait, on peut construire une offre de service peut-être encore plus en adéquation avec les besoins. La question de la visibilité me paraît un élément important, de la meilleure appropriation aussi de l'offre existante par les agents de fait. Et puis il y a la question de peut-être articuler, parce que moi j'ai été en collectivité, je ne voyais pas forcément toujours l'ensemble de l'offre proposée, de pouvoir, maintenant étant de l'autre côté, donner à rendre visible un certain nombre de dispositifs que les collectivités pourraient identifier comme étant un peu clés en main, bien entendu en travaillant de manière concertée avec les professionnels, associations représentantes, etc., pour qu'on ait vraiment un projet de formation qui soit cohérent. Voilà, c'est peut-être de redessiner notre articulation d'offres pour être plus... Tout ça reste bien entendu à conforter, parce que je tenais à préciser, mais je pense que vous le savez, que l'ensemble des offres que nous proposons n'est pas pensé par moi de mon côté. C'est-à-dire que c'est un vrai travail concerté avec la profession. On met autour de la table l'ensemble des acteurs, on identifie les besoins en termes de formation, nos collègues conseillers formation, et on construit à partir de ça. Donc, dans toute notre démarche de réarticulation, de conception de nouvelles offres, on est dans ce postulat-là de faire un vrai travail d'ingénierie pédagogique pour que derrière, les collègues en délégation puissent s'approprier ces outils-là et les décliner. Donc moi je vois ces questions de visiter, je vois aussi la nécessité pour les cadres, parce que pendant longtemps l'offre de formation elle a été beaucoup axée sur les catégories C pour le CNFPT parce qu'il y avait un besoin fort, et B, certes pour les cadres dans une juste mesure il y a une offre existante, mais je note aussi qu'il y a un besoin
qui a un besoin, qui n'est peut-être pas complètement pourvu sur ces nouvelles fonctions de direction quand on prend la direction d'une bibliothèque, quel que soit d'ailleurs son grade. Donc il y a des enjeux comme ça. Et puis vous l'évoquez, mais on l'évoquera dans la table ronde de cet après-midi, la question de la formation post-recrutement, formation de base quand on arrive en bibliothèque, de reconversion. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça sur lesquelles on peut réfléchir à une articulation différente, à une meilleure visibilité et lever les freins dans la mesure du possible, puisque nous travaillons avec les collectivités sur les services RH. Potentiellement, il y a un élément là aussi de travail, de compréhension de l'offre et de la nécessité peut-être d'amener les agents à se former. Voilà. Donc là, il y a peut-être des leviers, en fait. Voilà. Sous quel format, c'est à voir, mais en tout cas, il y a une vraie dimension. En tout cas, on est bien conscient, et on l'était déjà avant, et d'autant plus aujourd'hui, M. Achard l'a redit tout à l'heure, de la nécessité d'adapter, de moduler aussi notre offre de services, qui ne se limite pas à l'offre catalogue d'ailleurs. Ce qui m'a beaucoup interpellée, moi, c'est qu'il y a les catégories C qui évoquent qu'ils sont très friands, par exemple, des ressources numériques pédagogiques, alors que le postulat pourrait se dire que tout ce qui relève du numérique, il y a plus de difficultés à y accéder. Donc les formations en ligne, non, mais les ressources pédagogiques, puisque c'est un des gros leviers en fait du CNFPT aussi, c'est d'être capable de mettre à disposition un certain nombre de ressources pédagogiques. Là, il y a un besoin, par exemple. Donc moi, j'ai noté que finalement, dans notre démarche, ces questions des ressources pédagogiques pouvaient faire écho, dans un premier temps, sur une formation de base aussi d'accès. Voilà, il y a des petites choses comme ça qui peuvent être utilisées. Merci beaucoup Anne-Laure, merci Valérie. Voilà, mon espoir désormais est de vous avoir convaincu qu'il fallait lire cette brochure dès qu'elle aura été extirpée du sous-sol jusqu'à ses annexes. Et je vous remercie.